Donc aujourd'hui, je me propose de commenter la première partie, dire les deux premières pages de l'introduction à l'édition allemande, qui est un texte de 1973 et qui est paru en 1975 dans la revue Silicette numéro 5 et que vous trouvez maintenant dans les autres écrits. L'introduction, c'est une préface. La dernière fois, c'était une préface à une édition japonaise. Cette fois-ci, c'est une préface à l'édition allemande et j'en parlerai en deux scansions. Quand j'ai travaillé ce texte, il m'est apparu de façon vraiment très nette que c'était un texte relativement ingrat. Dire ingrat n'est pas une critique, c'est un constat. C'est un texte ingrat parce que, me semble-t-il, Lacan ne produit pas, tout au moins dans ses deux premières pages, de démonstration de ce qu'il affirme. C'est plutôt un rappel serré de ce qu'il a déjà démontré ailleurs ou pendant l'année où il rédige ce texte, c'est-à-dire 1973. Donc quand vous lisez les phrases, si vous cherchez la démonstration, donc si vous vous dites c'est une phrase nouvelle, il doit y avoir une démonstration qui en rend compte, vous risquez d'être déçu. Vous risquez de vous dire mais je n'ai pas la démonstration. Il semble que la démonstration longue, assurée, etc., se trouve dans notre texte. Donc, il faudrait chaque fois rapporter ce texte rédigé en 1973 à ce que Lacan était en train alors d'élaborer, soit ce qu'il avait déjà élaboré, comme si là, nous avions une série de petits cailloux blancs renvoyant chacun à un ailleurs textuel, une démonstration qui aurait eu lieu ailleurs. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et l'idée m'est venue, donc la semaine dernière, si j'avais fait le séminaire, je n'aurais pas pu vous communiquer cette idée. L'idée que je vais déplier à propos du statut de ce texte, cette introduction, cette préface, c'est ce que j'ai pu dire hier dans un autre cadre, lors d'une conférence d'introduction à la psychanalyse, et où je me demandais, en discutant avec les collègues, pourquoi certaines formulations de Lacan, dans un des chapitres de son séminaire d'un discours qui ne serait pas du sang blanc, qui est la première version orale de son travail, qui a pour titre « Littérateur », pourquoi certaines formulations pourtant déterminantes ne se retrouvaient pas dans la version écrite qui est parue quelque temps après dans la revue Littérature, qui n'est pas une revue de psychanalyse, et que ensuite Lacan a utilisé comme la version écrite. En particulier dans la version orale, c'est-à-dire dite devant un public, devant ses élèves, devant ses auditeurs. Lacan avait cette formulation, l'écriture, virgule, la lettre L-E-T-R-E, virgule, et sont dans le réel le signifiant, virgule, dans le symbolique. Et on s'était demandé pourquoi cette phrase ne se retrouvait pas telle qu'elle, alors qu'elle est extrêmement forte, elle est simple, elle énonce une thèse radicale, pourquoi on ne la retrouvait pas dans la version écrite. Il faut peut-être se dire que ça tient à une petite annotation que Lacan ajoute à la version orale,
et dit maintenant, en quelque sorte, après ce que je viens de vous dire, la phrase que je vous ai citée, vous allez avoir une phrase que vous pourrez utiliser comme une ritournelle. Et donc l'idée que peut-être si Lacan ne l'avait pas publiée, alors qu'il l'avait dite, et qu'elle est parfaitement exacte au plan des concepts, c'est parce qu'il voulait éviter, en quelque sorte, dans ses écrits, dans les textes écrits, dans les articles écrits, qu'en quelque sorte, nous puissions en avoir un usage de ritournelle. Et qu'il choisit, dans ses textes écrits, une densité, une complexité qui offre au questionnement, au je ne comprends pas, au fait qu'il faut passer du temps pour arriver à saisir, y compris parfois, ce que la grammaire, l'ordonnancement des phrases ne permet pas de saisir dans une première lecture, ce qu'il a voulu dire. Si on applique cette seconde remarque à l'introduction, vous voyez qu'on a une piste, je ne dis pas que c'est la piste, mais une piste, comme quoi quand on a un texte écrit de Lacan, il porte une difficulté qui a parfois été assimilée à de l'obscurité, mais qui est une difficulté qu'on ne trouve pas forcément dans les textes dits, les textes oraux, le séminaire oral. Ça n'annule pas la première remarque, qui je crois est juste. Ces préfaces sont des textes généralement très courts, et Lacan ne prend pas le temps, il ne veut pas probablement, le temps de la démonstration, mais un rappel et une façon de dire, voyez, vous allez lire mes écrits qui ont été réunis en 66, mais il y a des textes qui datent des années 40, 45, etc. Voilà où j'en étais, voilà où j'en suis. Vous voyez que c'est pas le même style de concept, c'est pas le même style de formulation. Et sachez qu'en quelque sorte, depuis mes écrits rassemblés en 1966, j'ai continué à travailler, j'ai continué à produire des concepts. Je ne suis pas resté sur ce que j'avais alors déjà formulé. Voilà la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, quand j'ai lu plusieurs fois cette introduction, je me suis dit quel outil je vais pouvoir utiliser pour le séminaire pour faire entendre à ceux qui y assistent une orientation, pour faire entendre à ceux qui sont présents une façon de l'aborder à partir de laquelle on a un levier pour pouvoir entrer dans le texte, parce que assurer un commentaire ligne à ligne ne serait pas tellement utile, puisque souvent, d'un paragraphe à l'autre, il amène un concept nouveau, une idée nouvelle, une référence nouvelle, ce que vous n'avez pas dans des textes plus longs. Je pense quand j'ai commenté le texte de 57 sur l'instance de la lettre, ou bien dans la troisième, date de 74, prononcée à Rome, où effectivement le texte a une ampleur qui permet à Lacan de ne pas changer de référence de paragraphe en paragraphe. Et entendez bien que je ne critique pas le texte de Lacan, j'essaie seulement de vous dire ma difficulté de lecture et de comment je peux apporter, même très modestement, un angle d'attaque, une interrogation, etc. Je vous l'ai livré lorsque je vous ai écrit, c'est que la thèse, au fond, de Lacan, c'est de faire référence à un livre, Le sens du sens, en anglais The Meaning of Meaning, qui n'est pas traduit en français, qui est un livre d'épistémologie, des sciences, de deux auteurs, dont l'un s'appelle Richards.
et Ogden, le second. Et au fond, on pourrait se demander, mais pourquoi commence-t-il l'édition allemande, son introduction à l'édition allemande, par une référence au sens du sens, qui a un poids, une force dans l'épistémologie d'alors, mais il n'en parle que pour en produire la critique. Donc, il faut voir que ce petit texte, ce petit écrit, Introduction à l'édition allemande, se place sous l'égide d'une réflexion épistémologique et d'une critique d'une épistémologie qui a son poids dans le champ des conceptualisations des sciences, le sens du sens, de la philosophie des sciences. Et il dit lui-même, je lis le sens du sens, et il ajoute, on s'en est posé la question. De l'air de dire, ne croyez pas que je ne dialogue pas avec ce qui, dans le champ de l'épistémé, ce débat s'interroge. Ne croyez pas que je vais m'en dispenser. Et il dit, ce n'est pas simplement un passé muscade universitaire, une façon de noyer le poisson, comme souvent on le fait à l'université, par la multiplication des références, etc. Mais au fond, il dit, j'ai déjà la réponse à cette question du sens, et donc je ne vais pas noyer mes auditeurs dans la muscade universitaire, dans le passé muscade universitaire, c'est-à-dire dans la multiplication des références. Par exemple, même très modestement, certains le savent, j'ai toujours été un universitaire qui n'entrait pas dans le moule de passé muscade universitaire, puisque je suis mono-référencé. Je ne sais citer que Lacan, Freud, les élèves de ces deux-là. Je n'expose jamais les différentes théories, les différentes doctrines, et même lorsque j'aborde d'autres auteurs, c'est toujours à partir de Lacan lui-même. Je suis mono-référencé. Théoriquement, je n'aurais pas dû pouvoir faire carrière à l'université, mais l'université a ses trous, a ses failles, et parfois ne sait pas tout à fait qui elle accepte sous prétexte qu'on a de bons dossiers, qu'on est un bon élève et qu'on l'a prouvé. Mais d'une certaine façon, je n'ai pas joué le jeu universitaire, je parle au niveau de la doctrine, pas au niveau de la politique, au niveau de la doctrine en étant mono-référencé. Donc, quand on a ces formulations de Lacan, elles me parlent beaucoup, puisque je sais ce qu'est le passé muscade universitaire, même si je ne l'ai pas pratiqué. Donc, quelle est la réponse que Lacan donne à cet enjeu épistémique le sens du sens, the meaning of meaning? Il répond, c'est la 4e et la 5e phrase, le sens du sens, dans ma pratique, et la version que j'ai met M-A en italique, c'est un écrit, donc c'est un choix de Lacan. Le sens du sens dans ma pratique, c'est-à-dire la pratique de Lacan d'analyse, se saisit, il ajoute entre guillemets un mot, il emploie régulièrement, qui est un mot de l'allemand, qui est Begriff et qui signifie concept. Le concept de pulsion, par exemple, dans le séminaire de 64, lorsqu'il le saisit, il fait référence justement au terme de concept en allemand Begriff, et le terme que Freud lui-même emploie, puisque vous vous rappelez qu'en 1915, quand Freud introduit le concept de pulsion, l'article
Pulsion et destin des pulsions est précédé d'un certain nombre de remarques épistémologiques sur comment se construit une science avec une référence à la physique. Et en 1915, dans ce texte, en quelque sorte, il se propose, en termes épistémiques, de donner un fondement ou un des fondements du discours analytique, de la découverte analytique, c'est le concept Begriff de pulsion, en allemand Trieb. Et il dit, donc je reviens à la phrase qu'on commente aujourd'hui, le sens du sens, dans ma pratique, se saisit, Begriff, donc par le concept, il se saisit le sens du sens, on pourrait même rajouter le sens du sens du sens, etc., de ce qu'il fuit, du verbe fuir. Et je précise pour ceux qui n'ont pas le français comme langue de naissance, que fuir, Lacan précise que c'est à entendre comme d'un tonneau. C'est-à-dire ce qui fuit d'un tonneau, ce n'est pas le tonneau des Danaïdes qui, lui, est sans fond, c'est un tonneau qui ne conserve pas la totalité du liquide qui est introduit. Il y a une fissure, il y a un trou, etc. Donc c'est pour vous donner une image, le tonneau qui fuit. C'est ça sa référence, c'est cette fuite-là dont il est question. On voudrait que ça ne fuit pas, c'est même pour ça qu'on utilise un tonneau, pour conserver un liquide, en l'occurrence de l'eau, du vin, de l'huile, etc. Mais il y a une fuite. Donc, ce qui devait être conservé, ce qui devait être hermétiquement clos, ne l'est pas. Je fais que, je vais dire presque bêtement, tirer le fil du champ sémantique introduit par la fuite du tonneau. Mais il y a une autre façon de tirer le verbe fuir, c'est la fuite, mais pas la fuite de l'eau ou du liquide qui se perd, c'est au sens de, en français, prendre la fuite, se tirer, déguerpir, et Lacan dit une détalade, qui est le mot substantif construit à partir du verbe d'étaler, partir à toute vitesse pour fuir une situation, une rencontre, un danger, etc. Vous voyez donc qu'il joue sur le champ sémantique, qui n'épuise probablement pas le verbe fuir, mais la fuite d'un tonneau, qui est là pour conserver sans perte ce qui a été placé notamment comme liquide, ça ne se compare pas avec fuir une situation, se tirer, déguerpir, détaler, aller ailleurs, avec la notion de déplacement rapide. Donc, un ensemble, je continue à tirer vraiment la métaphore, un ensemble fermé, et de cet ensemble que l'on voudrait fermer où rien ne se perd, quelque chose fuit et donc se perd. Et vous savez l'agacement que nous avons tous lorsque un verre fuit, une casserole fuit, une bouteille d'huile fuit dans votre placard, etc. Une bouteille fuit de bon vin, tout ce que vous voulez. C'est de ça dont il est question. On voudrait qu'il n'y ait pas de fuite et il y en a une. C'est pas pareil avec se tirer, partir, d'étaler. Et là, après cette affirmation, vous avez Lacan qui nomme en quelque sorte l'articulation qui va lui permettre de construire ce qui suit, même si c'est une construction elliptique. Voilà, c'est le terme qui me manquait.
souvent les préfaces ont un style elliptique, les préfaces qu'on traite cette année. Je précise, donc, c'est les 3 et 2, 5, c'est les phrases, lignes 7 et 8. C'est de ce qu'il fuit, le tonneau. C'est de ce qu'il fuit qu'un discours prend son sens, soit, et là, il y a un certain étonnement qui surgit, de ce que ses effets soient impossibles à calcul. Autrement dit, le discours, si vous l'assimilez par image à un tonneau, en quelque sorte, le sens ne doit avoir aucune perte, il doit être transparent à lui-même, il doit être toujours référencé à lui-même, rien ne se perd, tout est là. Et c'est même le propre du discours lorsque il se positionne dans le champ du sens, dans le champ sémantique, c'est-à-dire je dis ce que je dis, je sais ce que je dis. C'est un discours, bien entendu, que le moi s'approprie. Combien de personnes peuvent vous dire « Non, je sais ce que je dis ». Vous voyez que cette phrase sur un divan, elle tient pas. Il suffit d'attendre et une fuite, c'est-à-dire une association libre imprévue, se manifeste et vient en quelque sorte faire que le sens qui tenait si bien ne tient plus. Donc je reprends la phrase, c'est de ce qu'il fuit au sens du tonneau qu'un discours prend son sens, soit de ce que ses effets soient impossibles à calculer. Et que même le terme de discours et évidemment a fortiori celui de discours analytique ne prend son sens que du fait que le sens fuit. Et la preuve que le sens fuit, c'est que ces effets sont impossibles à calculer, alors que si le sens ne fuyait pas, tous les effets seraient possibles à être calculés. Donc vous avez un système où c'est parce que il y a une fuite que les effets sont impossibles à calculer, donc ça échappe à la maîtrise et ça échappe au sens du sens qui se veut clôture. Une jeune patiente que je reçois 3-4 ans, donc elle a pu déjà déplier ce qui fait pour elle difficulté. Elle veut, comme elle dit, tout contrôler. Naturellement, ce qu'elle ne contrôle pas, c'est pourquoi elle veut tout contrôler. Elle ne sait pas pourquoi elle se veut contrôleuse de tout ce qui advient, contrôleuse de la façon dont son amoureux se comporte à son endroit ou se comporte en général, ce qui occasionne notamment des disputes avec l'amoureux. Elle ne veut pas céder. C'est une jeune femme qui est prise dans le champ du sens, elle sait, elle veut, elle contrôle, et qu'il n'y ait pas de fuite, qu'il n'y ait aucune perte, puisque qui dit fuite dit du tonneau, du liquide se perd. Il n'aurait pas dû se perdre. C'est là vraiment l'impossible, l'insupportable auquel elle est affrontée, c'est le lieu de son impuissance. Et elle ne supporte pas. Grâce aux séances, elle se décale progressivement de ce
contrôlée de ce sens du sens dont elle voudrait faire la balise, la boussole de sa vie. Elle porte même ce contrôle jusqu'à vouloir faire l'amour avec son amoureux, lui allongé sur le dos et elle sur lui à califourchon, pour pouvoir maîtriser ce qui va se passer. Oui, donc ça a des conséquences concrètes, etc. Elle veut même porter, à propos de son corps, la maîtrise jusqu'à ne plus avoir de règles. Elle a une aménorrhée depuis plusieurs années, voire à retenir le transit intestinal, puisqu'elle peut avoir des constipations sur plusieurs jours. Je vais vous décrire que très banalement ce à quoi la clinique nous affronte lorsqu'on écoute, en l'occurrence, cette jeune femme dérouler ce qui lui fait difficulté. C'est une logique du sens dont toute perte doit être empêchée. Eh bien, ce que nous dit Lacan, c'est que justement, s'il y a l'inconscient, s'il y a le discours de l'analyse qui le recueille et le met aux commandes, c'est précisément parce qu'il y a une fuite. Et que dans le texte qui suit, il va donner, c'est Lacan va donner un nom, N-O-M, ou des noms, N-O-M-E-S, à cette fuite comme condition du discours. À faire attention parce que la subtilité est là, je vais insister sur elle, si vous voulez bien. Ensuite, le texte pourra être lu beaucoup plus facilement. Le sens du sens, on pourrait croire que c'est ce qui donne sens au discours. En quelque sorte, je suis maître du sens que je livre. Je sais ce que je dis. On l'entend souvent, ça, dans la vie quotidienne. Parfois, on l'entend dans la cure, mais très vite, les patients, ensuite, ça les fait rire. Ils disent, je sais ce que je dis, puis, naturellement, ils rient parce qu'ils savent que c'est pas le cas. Mais dans la vie quotidienne, certains aiment bien dire, je sais ce que je dis. On pourrait croire donc que le sens, qu'un discours prend son sens du fait que le sens du sens y est à l'œuvre, que rien ne va échapper au sens. Et là, quand on nous dit, détrompez-vous, un discours lui-même ne prend sens qu'à partir de ce qui, de ce sens, fuit. Donc la fuite n'est pas occasionnelle. Et c'est là où l'image du tonneau qui fuit et du tonneau qui ne fuit pas trouve sa limite. C'est-à-dire que le sens du sens, c'est un mythe, c'est un idéal, c'est un projet, mais qu'in concreto, ça ne se réalise pas ainsi. C'est comme si on disait, vous voyez là que l'exemple ensuite trouve sa limite, il n'y a pas de tonneau qui ne fuit pas, ce qui est faux. Il y a des tonneaux qui ne fuient pas, il y a des boîtes hermétiques. Heureusement, il y a des fermetures hermétiques. Mais pour le sens, et c'est là où ce n'est plus comme avec le tonneau, il n'y a la possibilité du sens que s'il y a une fuite, alors même que la doctrine du meaning of meaning, le sens du sens, elle prétend qu'en quelque sorte, il n'y a pas de fuite. D'où la répétition, le sens du sens, qui est une réflexivité où en quelque sorte vous voyez le tonneau se fermer, la boîte hermétique se clore, le coffre-fort
devenir inviolable. Il n'y a de sens pour les êtres parlants que nous sommes que parce qu'il y a fuite. Et donc Lacan nous dit, bien, le discours analytique le démontre, et mon rôle, c'est de nommer cette fuite qui n'est pas occasionnelle, mais qui est ce à partir de quoi le sens, le discours sont possibles. Vous voyez la construction que produit Lacan y est au fond de faire de la fuite ce à partir de quoi le sens se constitue. Ce qui pourrait se dire, le sens n'est pas déjà là. Le signifiant, lui, est déjà là. Mais le sens n'est pas déjà là. Et pour qu'il puisse advenir comme sens, il vous faut la fuite. De même, certains s'en souviennent, je l'avais commenté, c'est une phrase qui m'avait, quand je l'avais lu, particulièrement touché, ébranlé, épistémologiquement parlant, à savoir, on pourrait croire que d'abord, c'est droit, nous avons le modèle de la règle droite en métal ou en bois, et qu'ensuite, cette ligne droite, elle peut être tordue et spécifiée. Autrement dit, il y a d'abord le droit, puis ensuite le tordu. On pourrait même le présenter comme suit. Vous avez ce papier, qui est en quelque sorte droit, et puis après, je peux le tordre, le chiffonner, etc. Dans un temps 2. Et cette référence que vous trouvez dans le Saint-Homme et dans De fil en aiguille, à la fin du livre, Jacques-Alain Miller commente l'affaire. Lacan nous dit, c'est le tordu qui est là d'abord. Ce n'est qu'ensuite que ça prétend faire croire que nous étions droits. Il faut détordre. Ça, bien entendu, nous en faisons l'épreuve chaque jour. Mais, au nom d'une épistémée du sens, nous ne voulons pas l'admettre, à savoir que nous sommes tous tordus. Pas de la même façon. Vous n'êtes pas tordu comme moi, je ne suis pas tordu comme vous, vous n'êtes pas tordus de la même façon les uns et les autres qui assistaient à ce séminaire. Donc cette universalisation qui ferait croire que c'est d'abord droit, c'est un mythe. Et d'une certaine façon, le sens du sens, c'est le même mythe saisi par un autre biais. Ça fuit, et ça fuit de façon spécifique pour chacun. La façon dont tu fuis, ce n'est pas la façon dont je fuis. La façon dont elle fuit, son discours, ce n'est pas la même façon que la façon dont il fuit pour lui. C'est là le point clé. Si on a cette boussole, si on a ce repérage, il me semble que les phrases qui suivent, on en repère l'enjeu. On n'en repère pas tout l'enjeu, mais enfin, on en repère grosso modo l'enjeu, puisque je fais comme je peux, je me propose pour chaque texte lu de se dire quelle boussole pour pouvoir le lire. J'ai toujours été surpris par le fait que certains pensaient qu'ils pouvaient lire d'emblée. Je n'ai jamais eu cette épreuve, je n'ai jamais eu cette expérience. J'ai toujours su, même tout petit, je crois, que pour lire, il fallait avoir l'orientation, il fallait avoir la boussole, il fallait avoir la méthode. Les termes ne sont pas synonymes, enfin peu importe, on les emploie
dans une série pour pouvoir lire. C'est pas parce que c'est écrit en français que vous pouvez d'emblée lire. On lit pas là, on comprend rien, on répète, on annonce. Que donc il faut, avant de lire un texte, se dire quelle boussole pour pouvoir le lire. Vous pourriez me dire, mais pour savoir quelle boussole il faut pour lire un texte, faut-il encore commencer à le lire? Vous avez tout à fait raison, donc il faut très vite, quand on commence à lire un texte, repérer quelle est la boussole qu'on va bricoler, même robuste, même un peu fruste, pour pouvoir lire le texte qui suit. Autrement, on ne peut pas lire même le texte le plus simple, on ne peut pas écouter le moindre patient si on se dit qu'on sait virtuellement l'écouter parce qu'il parle. Pas du tout. Il faut avoir une boussole spécifique qu'on construit pour l'occasion de façon rudimentaire. Il faut qu'on le fasse vite. Quand on lit un texte, il faut assez vite trouver la méthode. Après, on l'affine. Parfois, elle s'avère fausse. Mais il faut avoir l'idée de comment on va le lire. Donc, ce que je me suis proposé de faire, parce que comment je n'aurais pas saisi, c'est de dire qu'à partir de la fuite, on peut lire le texte, la fuite du sens, on peut lire le texte à propos du sens et à propos du discours analytique. Et donc, le petit écrit Introduction à l'édition allemande. Vous voyez, je vous dis un peu comment je me débrouille, la cuisine en quelque sorte, qui est modeste, qui est limitée, qui est fragmentaire, qui est hésitante, mais néanmoins c'est la cuisine. Et je ne veux pas l'oublier au profit du plat tout fait servi dans le séjour de la salle à manger. Lacan insiste, le comble du sens dont on parle, c'est l'énigme. Et quand vous lisez cette phrase, vous vous dites, ben voilà, l'énigme est un des noms de la fuite du sens. Puisqu'il y a quelque chose dans le sens du sens qui ne relève pas du sens, puisqu'il fait énigme pour le sens. Si Lacan arrive à articuler l'énigme qui n'est pas un ajout au sens, un inconvénient du sens, mais son comble, c'est-à-dire le point même qui le réalise au plus juste, ça veut dire qu'il continue à interroger la fonction de la fuite, là auquel il donne son nom d'énigme, terme de la langue courante, quand on dit c'est une énigme. Qui est un terme aussi que on employait à juste titre il y a quelques décennies à propos de la psychose. La psychose fait énigme pour le sujet lui-même qui est psychotique. C'est pas pareil que la question, l'énigme, c'est que c'est pas sûr que l'énigme ait sa réponse. Et on voit bien que si le comble du sens c'est l'énigme, c'est qu'en quelque sorte, l'énigme, on peut la résoudre, la découvrir, mais toujours de façon partielle et limitée, c'est-à-dire, il y aura toujours une énigme qui demeure, ce thème avait été traité par Nicole Gay, notamment dans Les Cipes, à propos de l'ombilique du rêve, puisque quelles que soient les associations à mener à partir du rêve, ou quel que soit le récit même du rêve, il y a un point de toujours qui est un trou et qui ne peut pas être dit. Lacan commente tout cela dans sa réponse fameuse à Marcel Ritter. Donc, vous voyez, c'est ça qu'on essaye de saisir. Tout rêve a son énigme, tout rêve a son ombilique, tout sens a son énigme, et l'ombilique du rêve, ce n'est pas parfois, de temps en temps, c'est le comble du rêve. De même que l'énigme est le comble du sens. On pourrait presque dire l'apothéose du sens, de même que l'ombilique du rêve est l'apothéose du rêve. Lacan commente ça aussi dans le séminaire 2, à propos de l'injection faite à Irma, et lorsqu'il réduit l'affaire à la formule développée de la triméthylamine, c'est-à-dire ça se réduit à l'énigme de hors sens d'une
d'une formule de décomposition chimique de la triméthylène. Comment Lacan avance? Il avance en sortant du sens pour en venir au signe, le signe saussurien, le signe comme unité biface, comme disait Ferdinand de Saussure, qui noue un signifiant à un signifié, et Lacan réutilise une phrase sur le modèle le sens du sens, puisqu'il dit la question du signe au signe, OAU. Et il pose cette question, comment se signale qu'un signe est un signe, au sens linguistique? Et il répond, un signe doit être déchiffré. Alors le terme est important parce que le terme de déchiffrage va bien avec énigme. On déchiffre une énigme. On déchiffre un sens inconnu. On déchiffre des hiéroglyphes. Enfin, on s'étant réduit à Champollion. On déchiffre l'écriture cunéiforme. On déchiffre un texte dont il manque des morceaux. On déchiffre une langue étrangère, etc. On déchiffre, au sens de casser, on déchiffre un code secret. On transmet des informations, par exemple en temps de guerre, etc. Vous savez que Turing avait constitué une machine qui lui permettait de découvrir les messages chiffrés de la Wehrmacht. Lui était en Angleterre et ça a été bien utile. Donc un signe doit être déchiffré. Mais Lacan, justement, pour éviter en quelque sorte on déchiffre et c'est fini, on découvre l'ombilic du rêve et c'est fini, on résout l'énigme et c'est fini, pour aller contre en quelque sorte cette solution fleur bleue, écrit un message déchiffré peut rester une énigme. C'est-à-dire qu'une fois que le déchiffrage, aussi subtil, aussi rigoureux a-t-il été effectué, l'énigme, dans son principe d'être le comble du sens, n'est pas complètement déchiffré. Et c'est ce que l'ombilic du rêve vient indiquer, le rêve ne peut pas être complètement déchiffré. Et ça ne tient pas à une impuissance de circonstance, c'est-à-dire l'impuissance au sens d'une puissance différée, je n'y arrive pas, mais demain, ça sera possible, mais bien une impossibilité élevée là à la dimension logique, passe de l'impuissance à l'impossibilité logique. De même, les dits, les paroles, avec le sens qu'elles emportent, laisseront toujours en suspens ce qui fait trou, terme que j'ai déjà employé en suivant Lacan à propos de l'ombilic du rêve. On déchiffre, ça se déchiffre, je déchiffre, et ça donne sens à la suite des signes. C'est la rétroaction interprétative qu'on voit quand sur le graphe, il vous faut l'effet d'après-coup qui réordonne ce qui devait être dit. Il faut la fin de la phrase pour, en quelque sorte, trouver le sens, déchiffrer
à partir d'une certaine façon sa ponctuation. Mais c'est un déchiffrage qui, en quelque sorte, n'épuise pas le sens, ne résout pas l'énigme en la faisant passer à l'état de clarté, et si vous l'appliquez à l'inconscient, et à la formation principe de l'inconscient qu'est le rêve, vous n'arrivez pas à déchiffrer tout le rêve, puisqu'il y aura toujours le point d'ombilique qui fera trou dans le déchiffrage. On pourrait dire, dans le déchiffrage, il y a toujours une fuite, pour reprendre le terme de départ à propos de ce qui fuit dans le sens du sens. Et là, quand on arrive à ce point, c'est que l'analyste se définit de cette expérience. Je suis en train de vous livrer comme je peux, et il l'applique aux formations de l'inconscient lorsqu'il écrit « Les formations de l'inconscient démontrent leur structure d'être déchiffrable ». Et là, faire attention, c'est que les formations de l'inconscient sont déchiffrables, dont le paradigme est « le rêve est un rébut ». Mais ça ne dit pas que le déchiffrage vient à bout du rêve, au sens de il se réduirait enfin à un résultat clair, précis, net, sans reste, sans fuite. Or, la formule de la triméthylamine, pourriez-vous me dire, lorsqu'elle est dépliée, elle est dépliée dans le séminaire 2, vous verrez le schéma où vous le connaissez déjà. On va dire, mais voyez bien, c'est chiffré, et ça c'est déchiffré. Oui, mais c'est hors sens. Donc le résultat du déchiffrage à l'intérieur du sens amène au hors-sens. In fine, c'est le hors-sens. Et déjà dans le séminaire 2, Lacan utilise un mot latin qui est que le mot de la fin, F-I-N, c'est le mot M-O-T. Mais là, il joue sur le latin, c'est le mot au sens de motus. En français, plus un mot. Motus, chut. Et en français, on dit motus et bouche cousue. Autrement dit, le dernier mot, c'est le mot au sens de motus. Donc, ça ne peut pas être pris dans le mot, dans le pouvoir du mot, ni dans le pouvoir du sens qui en découle. Dès que vous avez des mots articulés les uns aux autres, sur le modèle SE1, S2, un signifiant ne signifie rien. En tant que tel, il est pris dans un système oppositionnel qui produit du sens. Je passe sous silence la distinction qu'on trouve dans la logique et que Lacan a reprise entre sens et signification. Peu importe là la subtilité, c'est l'idée, on va le prendre généralement, du signifiant qui produit du sens. Si je vous dis « c'est la nuit », bon, ben vous avez des signifiants qui sont articulés, mais vous entendez que le sens c'est qu'il fait nuit. Ça peut vous angoisser qu'il fasse nuit, ça peut vous faire penser à ce que vous allez faire après cette nuit, ça peut faire… Mais d'accord, mais le champ du sens et le champ sémantique est à peu près constitué. Donc, les formations de l'inconscient sont déchiffrables. Je serais tenté de dire en une formule presque humoristique, jusqu'au point où elles ne le sont plus. Le rêve, de la même façon, est interprétable et déchiffrable jusqu'au point où l'ombilique, il y a. Il y a l'ombilique. De même, les formations de l'inconscient sont interprétables
jusqu'au point où l'interprétable advient. Il y a un nom chez Lacan qu'il tient là de Freud pour désigner ce qui, en quelque sorte, n'est pas déchiffrable dans les formations de l'inconscient, alors même qu'elles sont en cours de déchiffrage. Ce mot, c'est sexe, S-E-X-E, le sexe. Je cite Lacan dans les phrases que vous avez proposé de lire. Le sexe ne tient qu'au fait du sens, car nulle part, sous aucun signe, le sexe ne s'inscrit d'un rapport. Je vais commenter très brièvement. Et si on y arrive, on aura à peu près obtenu le commentaire du texte. Après, on a l'outil et on peut reprendre chacun dans son coin la lecture. En quelque sorte, les sens, le champ du sens, le discours du sens, le sens du discours, etc. Les termes ne sont pas tout à fait les uns et les autres synonymes, mais c'est pour vous donner le repère de ce dont on parle, de l'ensemble des choses dont on parle, se constitue à partir de cette fuite du sens qui est la place du sexe dans l'inconscient. Autrement dit, le sexe n'est représenté par aucun signe, sauf des équivalents. C'est la référence à Freud, lorsque par exemple ça a été souvent critiqué par les féministes et quelques autres, pas à tort, mais il y a peut-être une confusion sur l'affaire, c'est l'inconscient n'écrit pas la différence des sexes, mais il va inscrire passif-actif, par exemple, indépendamment du sexe anatomique, puisque ce dont on parle là, ce n'est pas du sexe anatomique, du sexe repérable dans les corps. Donc le sens, même le sens du sens, le sens du discours, se construit et advient à partir de cette fuite dont son nom freudien, dont son nom clinique est sexe. Il n'y a aucun signe qui représente le sexe et qui permettrait donc d'écrire le rapport sexuel. Homme, R, le rapport femme. Ou femme, R, rapport homme. Vous ne pouvez pas l'écrire. Le sexe ne s'inscrit pas dans l'inconscient. Des équivalents. Et le phallus n'écrit le sexe dans l'inconscient qu'au titre de sa disparition, au titre de sa castration, au titre du non-rapport. Quelque part, il l'écrit. C'est ça que quelque part, dans le texte sur la signification du phallus, à propos du phallus justement, Lacan parle de la copule, y compris au sens typographique. Ça écrit. Voilà où nous en sommes. Nous étions sur la fuite et nous arrivons au sexe et nous arrivons au non-rapport. En quelque sorte, l'affaire du sexe, c'est le terme freudien et le non-rapport, c'est le terme lacanien pour dire le sexe ne se place sous aucun signe, mais qu'il conditionne le sens.
Et là, vous sortez sexe de la génitalité. Vous sortez le sexe de faire l'amour. Vous pouvez l'impliquer, mais ça ne le réduit pas, comme disent parfois certains jeunes patients, c'est pour le sexe. On va faire du sexe, etc. Donc on arrive à mettre des mots sur la fuite, le nom freudien de sexe, le nom lacanien, il n'y a pas de rapport sexuel. L'inconscient chiffre, il fait du chiffrage, et ce chiffrage est défait par le déchiffrage opéré dans la séance, et où l'intervention de l'analyste, l'interprétation de l'analyste, effectivement, ont tout leur poids, toute leur force pour déchiffrer. D'où l'interprétation telle que Lacan, par exemple, la déplie dans l'étourdi, la faisant relever de 3 registres qu'il répertorie: l'homophonie, la grammaire, la logique. Ce sont des modalités, font de déchiffrage par l'interprétation venue de l'analyste. Et là, Lacan nous dit, le chiffre fonde l'ordre du signe, les nombres arithmétiques ont un sens, ils viennent indiquer en creux une jouissance sexuelle. Et que c'est par là, par le nombre, que l'être parlant entre dans le monde et il y entre par le chiffre qui en quelque sorte est réel puisqu'il est l'index d'une jouissance sexuelle. On a avancé, l'inconscient chiffre, il est défait par le déchiffrage, le nombre étant un des éléments permettant de comprendre ce qu'est le chiffrage. Il n'y a pas de chiffrage plus radical que celui effectué par le nombre. Alors on voit au texte de Frege sur la constitution du nombre, la distinction entre le zéro manque et le zéro nombre, etc. Et où c'est là où le réel entre dans le monde de l'être parlant, c'est-à-dire que ça vient indexer une jouissance sexuelle que le rapport sexuel ne peut écrire. D'où le zéro, chez Frege, dit manque. À la différence du zéro nombre, qui lui est une écriture qui permet de faire des calculs. 0 plus 1 égale 1, 0 plus 3 égale 3, 3 moins 0 égale 3, 3 fois que multiplie 0 égale 0, etc., etc. Vous pouvez faire des opérations. Mais le zéro nombre n'est pas réel. Il fait référence, il indexe un réel que Frege exprime sous la forme du zéro manque. Ce qui manque, par exemple, à ces planètes qui n'ont pas de satellite, qui n'ont pas de lune. C'est l'exemple qu'il utilise, celui de la cosmographie. Le seul réel, je martèle ce que dit Lacan, le seul réel qui ne peut pas s'écrire, c'est le rapport sexuel. Et il faut ensuite inverser la proposition. Lacan, très elliptique sur ce point, mais d'autres textes le démontrent.
c'est que c'est à partir du non-rapport sexuel qu'une écriture est possible, c'est-à-dire il n'y a de d'IDITS, il n'y a d'écriture, il n'y a de lettres qu'à partir du non-rapport. On ne cesse pas de dire le non-rapport, ce qui fait que dans une séance, même quand on parle, les DITS sont toujours des DITS de castration, et que l'écriture elle-même ne relève pas de la même logique du manque et de la castration, mais vient écrire, on avait parlé hier soir dans un autre cadre, vient écrire au sens de dessiner, de tracer le bord du trou dans le savoir. Et le trou dans le savoir, c'est le réel, c'est le sexe, c'est-à-dire le non-rapport sexuel. C'est la fuite, qui est un terme qui n'est pas un concept, mais qui vient indiquer par l'image du tonneau ce dont il s'agit. Et ensuite, vous retrouvez dans le texte une référence à la science, dont on nous dit qu'elle procède de l'inaccessibilité d'un rapport, puisque pour Lacan et pour la psychanalyse, c'est pour ça qu'elle est parfois autant détestée, critiquée, contestée, vilipendée, méprisée, etc. Il y a d'abord le non-rapport. C'est à partir du non-rapport que ça se constitue. Du reste, lorsque Lacan dialogue avec Marx, c'est pour affirmer que le lien social, le rapport social, celui à la base d'une constitution d'une communauté humaine, d'une société, se constitue à partir du trou du non-rapport. Je ne parle qu'à partir de ce trou du non-rapport, je ne fais lien avec l'autre qu'à partir de ce trou du non-rapport, etc., etc. Et lorsque Lacan prendra ce petit groupe qu'on appelle un cartel, pour montrer en quoi il se distingue d'un groupe, il fait ressortir qu'il se construit à partir du non-rapport, qu'en quelque sorte le plus un vient indiquer. Ensuite, les cartels sont aussi des petits groupes dans lesquels l'imaginaire a sa place. Mais néanmoins, sa volonté était de montrer une différence entre ce style de groupe qui, eux, font corps, voire même dépliant une forme d'unanimisme de la communauté, unanimisme que vous trouvez par exemple chez un écrivain que plus personne ne cite, il est Jules Romain, et où il y a justement la trace, la marque, le rappel, l'index du non-rapport par le biais du plus un. Donc, tout se constitue à partir de l'inaccessibilité d'un rapport, inaccessibilité pour le sens, inaccessibilité pour l'écriture, inaccessibilité pour le signe, y compris la science. Et il nous dit, au fond, que les concepts, les tonneaux, qui sont des façons, en quelque sorte, de retenir, d'empêcher que ça fuit, etc., les concepts sont tous plus futiles les uns que les autres. Là, c'est presque un Lacan qui coupe l'herbe sous les pieds de ceux qui aiment les concepts, alors que lui-même ne cesse de les valoriser, de les déplier, mais pour dire qu'ils sont futiles lorsqu'ils prétendent, quoi? Boucher le trou dans le savoir et substituer l'accessibilité au rapport alors qu'il est inaccessible. Et il dit, je cite, je l'applique, oui, même sur la page 1, à la fin de la page 1, je l'applique, oui, même à la science, dont il est manifeste qu'elle ne progresse que par la voie de boucher des trous.
et qu'elle y arrive toujours à boucher des trous, c'est ce qui la fait sûre, le féminin de sûr, S-U, accent circonflexe, T-R-E. Comment dit, la science nous paraît sûre lorsqu'elle parvient à boucher les trous et à faire que le non-rapport se trouverait exclu de son champ. Ce qui fait dire dans d'autres textes à Lacan, vous le savez, que la science forclôt le sujet et que la science forclôt le trou et que la science forclôt le réel du non-rapport. Forclôt au sens du terme qui a son poids dans la psychose, Verwerfung. Voilà où bonne année. Et on voit très bien comment la place inouïe, chaque jour renouvelée, que la thèse neurobiologique prend en voulant se substituer à la causalité psychique, pour reprendre le terme de Lacan de 47, causalité psychique, eh bien, on voit que ce qui fascine autant, pas simplement les scientifiques, qui sont sûrement au fond d'eux-mêmes moins sûrs qu'on pourrait le croire, mais qui fascine autant nos sociétés, les médias, les discussions, etc., c'est qu'enfin, il y aurait pour la vie la plus intime, qu'ils appellent mentale, nous appelons inconsciente, qui fait ce que nous sommes, c'est-à-dire des bricolés, des tordus, etc., eh bien qu'il serait possible enfin de boucher les trous de l'énigme et du non-rapport par l'affirmation d'une visibilité totale que nous promet l'imagerie cérébrale. Et que tout ça, quand même, ça a son importance. Et vous vous rappelez peut-être que la science, Lacan l'écrit lorsque, par exemple, il déplie le nœud borroméen dans notamment la troisième en 74, lorsque il écrit grand J, de grand T, la jouissance de l'autre non barrée. Alors que la jouissance de l'autre barré, grand A barré, c'est ce à quoi une analyse d'une certaine façon conduit, c'est-à-dire à la question du trou dans l'autre, à la question de la féminité, la question de l'au-delà de l'Oedipe, l'au-delà du père, l'au-delà de la logique phallique. Là, Lacan écrit grand J de grand A, c'est-à-dire la jouissance de l'autre qu'il n'y a pas mais qu'il y aurait dans la science, puisque sa velléité, sa force aussi, c'est de vouloir boucher le trou dans l'autre grand A. La science procède de boucher le trou dans l'autre, grand A barré plus bouchon égale grand A égale science. Vous trouvez du reste le même algorithme pour spécifier, je vous renvoie à la fin du séminaire de notre à l'autre, la même formule pour désigner la position du pervers, pour désigner la croyance que son fantasme déplie, c'est-à-dire faire croire qu'il est possible de dégager l'autre de la castration. Donc, il nous manquait un terme, un seul terme maintenant, fuite, sexe, non-rapport sexuel. Maintenant, Lacan nous dit, ben voilà, vous lirez plus tard dans les textes qui suivent, vous y trouverez sûrement une référence, et c'est le terme qu'il a inventé, qui n'est pas chez Freud, qu'il a créé, et qui est l'objet A. Je cite la page 2. Ce qui sort
par la fuite, dont la béance du rapport sexuel est responsable, égale l'objet A. C'est au début de la page 2, moyennant quoi elle n'a aucune espèce de sens. Ça, c'est à propos de la science. La science n'est pas dans le champ du sens, puisqu'elle forclôt le non-rapport, donc elle est dans le champ du hors-sens de l'écriture mathématique, par exemple. Ça n'empêche pas d'envoyer des fusées dans l'espace. Je n'en dirai pas autant de ce qu'elle produit, qui, curieusement, est la même chose que ce qui sort par la fuite, référence encore au tonneau, dont la béance du rapport sexuel est responsable. C'est le non-rapport sexuel qui rend compte de la béance, qui rend compte que d'abord ce n'est pas droit, mais toujours singulièrement tordu, et il ajoute, soit ce que je note de l'objet A, à lire petit a. Donc on a en quelque sorte, pour ces 2 pages, accompli le modeste chemin que je vous proposais, partir du sens comme le nec plus ultra d'une certaine épistémologie en vogue dans ces années-là, arriver à la question de la fuite présentée presque humoristiquement à partir de l'image d'un tonneau qui fuit, on en vient au concept. Donc là, ce sont des images, des représentations, une sorte d'empirie qui parle à notre comprenette. Il en arrive au non-rapport qui en est la condition, à la béance, qui n'est pas occasionnelle, qui vient donc démantibuler le sens en arrivant au hors-sens du point d'ombilique du rêve, de tout déchiffrage, et il nous dit, ben vous savez, c'est ce que j'ai appelé petit a. C'est ce que j'ai créé, inventé, qui n'est pas chez Freud tel quel, l'objet petit a. Et c'est là où, me semble-t-il, pour ces 2 pages, on a à peu près, je dis bien à peu près, une articulation qui vous permet de lire ces pages, au moins les 2 premières, et de savoir un tout petit peu mieux, y faire un tout petit peu mieux avec le style elliptique de cette introduction. Bien, voilà ce que je m'étais proposé de vous dire. Je suis désolé donc de mon absence la dernière fois, qui explique à moins de monde, mais peu importe, ça a été enregistré, je pourrais faire circuler la petite vidéo. Donc mon travail aujourd'hui était modeste, je l'ai voulu tel quel, pour essayer de voir comment on pouvait faire avec un texte elliptique, faire un peu avec un texte elliptique, et de voir comment on était obligé de reprendre certains éléments ailleurs de Lacan, mais d'arriver jusqu'au point de son algèbre, c'est-à-dire l'objet petit a, qui est quand même ce à partir de quoi le discours analytique ne relève plus du sens, ne relève plus du déchiffrage enfin obtenu et de l'amour génitalisé et oblatif, comme par exemple un Maurice Bouvet pouvait le promouvoir dans les années 50, 60 à la SPP, dont Lacan était un des membres éminents. Voilà. Je vous remercie. À bientôt pour la suite. Il faudra probablement que je rajoute une séance que j'avais manquée pour pouvoir consacrer 2 séances à la dernière préface que je commenterai pas la prochaine fois, puisque je continuerai sur la préface à l'édition allemande. On trouvera ça entre nous, ou bien je ferai un exposé de 3 heures au lieu d'1 heure et demie, si vous préférez ne pas rajouter une date à l'approche de l'été avec tout ce que chacun de nous a à faire, vous me direz. Je vous remercie, votre présence me permet de travailler les textes, car sans vous, je serais moins exigeant avec moi-même. Il faut bien le reconnaître.
Donc vous comptez dans ce que je fais.